Donc aujourd'hui, en fait, on va continuer sur. Oui, on va rapidement terminer ce qu'on avait commencé sur l'entrée souillée. Donc assez rapidement parce que donc nous allons aussi revenir sur la question de Souyab pour une raison logique, c'est que si on prend les choses, on a commencé par Souyi qui est le cœur de la Sogdiane, hein, Samarcande, et on enchaîne sur Souyab parce que pour qui vient de Chine, c'est là où commence la Sogdiane. Voilà, c'est l'ordre logique. Et puis donc nous profitons de la présence d'Étienne parmi nous pour commenter davantage le dossier archéologique de Souyab. Donc Chao Zhong, tu termines sur Souyi. Moi j'interviens juste après, à la fin, juste brièvement, sur la question de Teyumeng qui n'est pas résolue. Oui, merci. So now let me finish the reading of the entry. I shall explain why I assume the basic source of this entry is most likely in the Northern Wei period. Last Friday, I mentioned that so far unidentified passage is actually comparable with the Qiming Yaoshu, compiled in the 6th century, and Professor Thornberg indicated that it may denote sorghum, though there are other possibilities. For this, I would like to express Pavel Royer's feedback to France last weekend that there will be more paleobotanical results from Panjikent. What I can provide at this moment is that sorghum is so far not yet identified from Akbeshim, according to the latest reports published by the Teikyo University, Japan. But concerning the meaning of hu beans, there are results showing that all the three candidates, peas, broad beans, and lentils, so suggested by the modern commentators of the Qiming Yaoshu, are found in situ. When one looks closer to the extract of Houhan Shu, the text becomes a bit ambiguous concerning the local viticulture as underlined here, namely the clause, 其土地水美故也. And my tentative translation is, because in this land, the soil and water are excellent. The other translation are, for example, they produce choice wine as their soil and water are good, or das Klima ist schön und beständig, or because its territory has excellent water. In fact, the whole sentence is ultimately from the Houhan Shu, 其土水美, 故葡萄酒特有名焉. Chavan translated the letter as l'eau de ce pays est excellente et c'est pourquoi le vin de raisin y a une réputation toute particulière. So the clause in the Houhan Shu, 其土水美, may be interpreted in two ways. First, in this land, the water is excellent, or its soil and water are excellent. I think our translation of Tongdian should retain this kind of ambiguity. And after all, as Franz told me, grape is a very water-consuming plant, while the translation good soil and good water makes sense as well as the alternative one with regard to the ancient environment of Sogdiana. So, in this earliest block print version of Tongdian so far available to us, both Su Yi and its corrupt form, Li Yi, occurs one by another. And this another page. So this would imply in a part of Chinese from the Tang to Song period, they no more recognize what Su Yi meant. An essential reason would be that Su Yi was no more pronounced as Sugdik, but as Sugik in the Tang Chinese around the capital. But Du You was knowledgeable enough to keep the correct and more classical forms. On the other hand, the transcription Su Te adopted in modern Chinese work is a less ambiguous one from the Wei Shu.
It appears as early as in the 4th century on a wooden slip discovered by Auro Stein near Loulan, although Chavans failed to recognize it. In other words, the transcription of Sui was overwhelmed by Li Su Te around the Northern Wei period, and later on, around the late 6th and 7th centuries, the distinction like Kuangguo, Caoguo were widely accepted among Chinese. If one reads the beginning entry very carefully, one may realize that it is an anachronic statement. That is to say, if Chinese already knew Sui in the Eastern Han period, how could Tongdian state that the communication was established during the Northern Wei? Actually, this is a phenomenon that I already mentioned in our third seminar. The typical expression Tongyan, communicated during a certain period in the Tongdian, does not mean to denote the time of the first communication, but the very source that Du You or his predecessor Liu Zhi chose to rely on. This can be demonstrated by the number 56, Tuhuoluo Toharistan, namely northern Afghanistan. It said that Tuhuoluo, it was the state of Tuhuoluo during the Northern Wei, and the communication was established during the Sui. The case study of Tuhuoluo in the Tongdian by Li Jinxiu convincingly reveals that in this long entry on Toharistan, no single phrase is directly cited from the Wei Shu, even though the Wei Shu also described a lot about this region. The whole Tongdian entry on Toharistan is based on the data in the Sui and Tang period, especially Sui Shu and Xi Yu Tuji in the Sui period. Therefore, I think reasonable to assume that for our entry on Sui, the very basic source must have been one or more texts compiled in the Northern Wei, which may have absorbed a part of the whole Hanshu. So in my opinion, the essential content of this source can be highlighted in green. Sui, a large country, another name of it is Sute, and another name of it is Tejumong. It grows a kind of huge crop which is over 1 zhanghai, etc., until to the smaller region annexed to it in Xun have more than fortified settlements. And now in this passage, the only thing left unexplained is Tejumong. And here is a simple table of various construction. And previous series on it, including here's Torkoman, Shilatoris Tokusmanap, and Enochi's assumption of tax corruption of Zhao Meng, or Chaobu, according to his theory. And nowadays, Chinese and Japanese scholars are more prudent, and actually so am I and Yoshida Sensei. But if I must provide some note on this turn, I would say that there may be more candidates, such as the main river in Cache, which was called Dumo in Sui Shu, something like Dukmak, or in Tongdian, or a Bactrian adjective in Ang, we don't know. And also Franz has his note. Oui, je pars du fait que Shiratori avait comparé le premier élément avec le turquoise, donc 9. Et bon, c'est un chiffre 9 dans la toponymie et les deux dominations tribales des Turcs, c'est un chiffre quand même qui est très récurrent. Voilà. Donc, je me suis dit, le second élément, Manab, bon, je pense que ça ne peut pas être admis, mais si on prend donc les prononciations restituées, ça pourrait tout à fait correspondre à Ming, c'est-à-dire 1000 en turc. Donc on aurait, dans cette hypothèse extrêmement hasardée, hein, je me dis, si c'est 9000, ça pourrait être par exemple un chiffre désignant une contribution militaire. Et imaginons, on nous parle des 9 Chaowu,
on sait maintenant que c'est un titre heptalite et que dans ce contexte, ça désigne les 9 grandes principautés de la Sogdiane, mais parfois aussi extérieures à la Sogdiane, puisque le Khorezm fait partie des 9 Shaou. On pourrait se dire, après tout, peut-être que chaque principauté, dans une structure confédérale, était supposée contribuer un chiffre de 1000 guerriers d'élite. Après tout, des expéditions militaires confédérales, on en a un bon exemple plutôt avec l'inscription de Koultobé, où on voit que, effectivement, les 4 principautés du sud de la Sogdiane, plus le Tchatch, ont contribué à cette entreprise de colonisation, sans qu'on ait là des chiffres. Alors, la difficulté, c'est que ça fonctionnerait du point de vue linguistique uniquement si la source est turcophone. Donc, c'est difficilement imaginable avant la conquête turque en Sogdiane, ce qui n'est pas cohérent avec les hypothèses de Chaozhong sur le fait qu'il s'agit d'une documentation acquise à l'époque des Wei. Je laisse la question ouverte. J'ai soumis ça à Pavel Lourier, qui n'a pas de solution. Il pense qu'il faut chercher peut-être du côté de corruption graphique. Alors, il a essayé il a proposé une corruption du mot Samokien, qui veut dire Samarcande, mais ça nous mène vraiment, ça devient vraiment extrêmement difficile à soutenir. Alors, la solution va peut-être apparaître un jour, mais actuellement, c'est tout ce qu'on peut dire. So we conclude. J'aime assez l'idée de. Enfin, c'est acrobatique, hein, mais j'aime assez l'idée d'une combinaison de Shiratori et d'Enoki, c'est-à-dire que le titre originel, le nom originel aurait été les topos de Jamuk, et qu'il y a eu assimilation entre le Jao et Tu, puisque c'est deux caractères qui sont très très similaires. Donc les 9 Jamuk, c'est totalement acrobatique. Hein. Ensuite, la question des Turcs, c'est pas un problème, hein, parce que y a des turcophones, on le sait, dans les groupes nomades qui s'imposent en Asie centrale à partir du IVe siècle. Donc, ensuite, il y a des turcophones, il y a probablement des mongolophones aussi. Il n'y a pas forcément besoin d'un empire turc pour qu'il y ait une transmission par le turc. Tu penses que donc les caractères qui auraient pu être assimilés, c'est celui-là et celui-là? Voilà, en fait, les deux coexistaient côte à côte et l'un aurait été assimilé à l'autre, étant donné que l'un peut être la corruption de l'autre. C'est très acrobatique, hein, mais ça permet de retrouver sur un sens qui pourrait être acceptable, qui est les 9 princes, oui. Qui est une désignation classique des élites sogdiennes. Je dis ça vraiment comme ça. Hein. C'est à mon avis, c'est irrattrapable. On n'arrivera jamais, parce qu'on sera toujours dans une hypothèse. On croit parfois que c'est irrattrapable et puis ça finit par être rattrapé. Bon. Très bien. Non, effectivement, c'est aussi on notera ça, c'est aussi une solution qui peut être retenue. So we conclude this entry like that, and we proceed to the second part, an overview of our coloring of text of all the 6 Tongdian entries. And from now on, we will not read nor analyze it phrase by phrase, only picking up the most valuable passages, such as Du Huan's eyewitness of the Suyab city. And I would emphasize that although we know nothing about the life of Du Huan, it is Du You himself who confirmed and explained that Du Huan is a young kingsman in his clan. And Shavan has translated his word as Parent Du Huan suivit le commissaire chinois Gao Xianzhi. En effet, cette personne était d'origine coréenne. Et lors de son expédition en Occident, il arriva la 10e année Tianbao à la mer d'Occident. Au début de la période Baoying, il profita d'un bateau marchand pour revenir en Chine vers Guangzhou. So, for his work Jingxingji, one may consult Akin's paper for an overview, or the edition of the Zhonghua Book Company
in 62, reprinted in 2000. Apparently, Wakeman was not profited from this edition at all. So, we choose to talk about Suyab immediately after the reading of Su Yi because in Xuanzang's description, Suyab is the northernmost limit of Sogdiana. Xuanzang called it Su Li by its Sanskrit form Su Li. Nowadays, we know various forms of this term around the Sanskrit and Prakrit forms around the Tarim Basin. And again, the change between de and de would be an interesting question. Oui, on peut commenter sur voilà sur donc ce qu'écrit Xuanzang. Donc, il définit le pays sogdien comme commençant au nord à la rivière Souillé. Bon, c'est tout à fait cohérent puisque Souillé, le toponyme Souyab veut dire en fait l'eau. C'est un toponyme double. Sou veut dire eau en turc et Ab veut dire turc en sogdien. Oui, eau. Ça veut dire eau dans les deux cas. Donc évidemment, c'est le site sur la rivière. Et la rivière, c'est le Tchou. Bien. La limite sud, c'est l'état de Quechanois, qui est Kesh. Alors là, il faut commenter deux choses. Ça correspond effectivement. Alors oui, du point de vue Quechana, oui. Ça correspond à Kashana ou Kushana. Kashana ou Kushana, oui. C'est un peu compliqué. On sait que donc Kesh, c'est Charisabz, et effectivement, c'est la limite sud. Encore à l'époque des géographes arabes, la vallée du Kashkadaria, où ça se situe, est considérée comme la limite sud de la Sogdiane. Ailleurs, Xuanzang va nous expliquer que la frontière entre la Sogdiane et le Tocharestan se trouve aux portes de fer. Mais il n'y a pas contradiction entre les deux affirmations, Kesh et portes de fer, parce que politiquement, le passage des portes de fer, bien que situé à une bonne centaine de kilomètres au sud de Charisabz, dépend de la principauté de Charisabz. On voit que c'est déjà le cas, en fait, à l'époque de l'expédition d'Alexandre, puisque les portes de fer les fortifications des portes de fer sont sous la responsabilité du satrape de Naotaka, qui est le nom de l'époque pour Kesh. Donc c'est cohérent. La principauté de Kesh va jusqu'aux portes de fer. Alors, il y a un petit problème toponymique. Comment est-ce qu'on passe de Kesh à Ketchanna ? Alors, moi, j'avais pensé que c'était peut-être, en fait, un ethnique, en réalité. Et que, parce que habitant de Kesh en sogdien pourrait se dire Keshanak. Donc ça pourrait être l'ethnique pris pour le nom du lieu. Mais je vois que Chao Zhong me suggère une hypothèse par en fait une fausse sanskritisation. C'est bien cela. Non, c'est pas vrai. Marc Farteranchar, sanskrit Kasana or Kushana. Oui, ça c'est pas impossible. Il arrive que Xuanzang emploie des formes pseudo-sanskritisées. Et non, c'est pas Kushania, parce que Kushania s'écrit différemment. Oui. Bah, déjà. Il y a une certaine logique. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que c'était Kushania en fait. Kushania, donc c'est une autre oui. entre Samarcande et qui est transcrit Kushania dans les sources arabes, qui existent à cette époque-là. Et en fait, on sait que Bukhara n'est jamais considéré comme étant en Sogdiane. C'est vrai. Et donc, je me suis toujours dit que c'était la limite, en fait, occidentale de la domination politique du roi de Samarcande, d'une certaine manière. Donc, théorique, enfin, on sait que oui. c'était pas... En même temps, Xuanzang ne parle pas d'une limite ouest, il parle d'une limite sud. Bon, je sais bien que les directions, c'est pas à prendre toujours au pied de la lettre. Mais... les deux sont cohérents, de toute façon. Oui. Kesh et les ports de fer oui. sont la limite sud de la domination sogdienne, et Kushania est la limite ouest si on considère que Bukhara est toujours considéré comme un royaume indépendant.
Il faudrait reprendre ce qu'écrit Marc Farth, parce que l'idée qu'il y ait pu avoir une pseudo-sanskritisation du nom de Kesh, qui, peut-être par influence du fait que c'était historiquement aussi la limite de l'Empire couchant, Xuanzang aurait pu utiliser une forme du type Kasana ou Kushana. Et dans ce cas-là, effectivement, la question est ouverte. Je dirais que la question est ouverte parce qu'on a aussi, Chao Zhong et moi, pensé à Kushania. Et en fait, c'était d'ailleurs ta première traduction. Yes. Et puis ensuite, tu m'as expliqué que c'était pas Kushania, que c'était Kesh. Et qui a dit que c'était Kesh? Well, in Xuanzang, he had transcribed Kushania le Heguo as Qu Shuang Ni Jia. Ah, it transcribed elsewhere in Xuanzang. Mais en même temps, il a translittéré cette Kesh comme Jie Shuang Na. Donc il y a Qu Shuang Ni Jia et Kesh, Jie Shuang Na. Both. Il y aurait deux transcriptions différentes. Alors, soit il n'a pas transcrit soit c'est pas le même endroit, soit il a deux transcriptions différentes pour le même lieu, ce qui est quand même un petit peu gênant. Bon, là encore, je dirais, la question n'est pas close. Voilà, intérêt de faire un séminaire. Ouais, voilà. Donc, hein? Oui, oui, ok, excuse-moi. Donc, voilà, donc tu reprends. So now we turn to the year of Xuanzang's visit to Suyab. It's also an issue. Right now, the opinions are divided into two camps, 628 and 630, since the publication of Etienne's excellent paper, Notes sur la chronologie du voyage de Xuanzang. And in addition to Etienne's paper, I would like to recommend the last English paper on Suyab in Chinese sources, written by Saito Shigeo in 2017. He is a student of Moriyasu, as young as me, I think, and being a specialist in the history of Turks. His paper on Suyab is published in 2017 in English and 1 year before in Japanese. It is an appendix to the report of the 2011 to 2014 fieldwork co-organized by Yamauchi and Amambaeva. Now let's see Xuanzang's description of the Suyab city in Saito's translation. And I read it very briefly. Traveling 500 leagues to the northwest of the Daqing Lake, or Isikul, we arrived at the city of the Suye River. The city is 6 or 7 leagues in circuit. Merchants of various states here came from surrounding nations, congregate and dwell. Traveling from Suye westward, there are a great number, or several tens of isolated towns. In each, there is a chieftain. They are not dependent on one another, but all are in submission to the Turks. So I think you have the comment on the parameter. Oui. Bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire que je traduise en français, tout le monde comprend. La question du périmètre est complexe parce que donc, les mesures données par Xuanzang pour évidemment le rempart nous amèneraient à 2,5-3 km. Alors, si on prend le site de Akbeshin tel qu'on va le voir tout à l'heure sur Google et sur les cartes, en fait, la ville elle-même, la ville plus ou moins carrée, fait 1,3 km de circuit, donc moitié moins que ce que Xuanzang indique. Les dimensions données par Xuanzang seraient cohérentes si, pour la ville carrée et le faubourg, ajouter l'un à l'autre. Mais tout de suite se pose le problème archéologique. Dans les dernières hypothèses, le faubourg, on a toujours considéré que le faubourg était tardif. On a même été jusqu'à dire qu'il était d'époque karakanide, parce qu'il était, bon, j'anticipe un peu sur ce qu'on va dire tout à l'heure, il est construit, les murs sont construits dans une technique que moi j'appelle le parsa rubané, enfin on va revenir là-dessus, qui sont des couches tartinées de terre les unes sur les autres, considérées comme technique chinoise ou plus tardive karakanide, mais alors maintenant on sait que la même technique est utilisée pour la ville carrée. Donc
ça c'est les conclusions de Torgoyev dont Étienne va nous parler. Donc l'idée est que les limites des remparts telles que nous les voyons maintenant sont en fait le résultat de l'intervention du gouverneur chinois Wang, tu me rappelles, Wang Fangyi. voilà. Plus tard, donc on serait 40 ans après Xuanzang. Alors là, on tombe sur une difficulté. Est-ce que Xuanzang a vu une ville qui avait un rempart Oui. Est-ce qu'en fait, la refortification de la ville par l'administration chinoise se serait faite sur d'anciennes limites? Et à ce moment-là, les archéologues n'ont pas encore trouvé sous les murs supposés chinois le mur d'origine. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, c'est qu'il faut peut-être remettre en cause l'inférence faite par les archéologues entre la technique du mur et le pouvoir politique qui l'a commandé. Mais nous savons de toute façon, par les textes qu'on va voir maintenant, que les Chinois ont refortifié, ont reconstruit ce rempart-là. Là, c'est vraiment c'est un problème. Alors, on peut aussi dire les mesures transmises par Xuanzang ne sont pas fiables, mais en général, on s'aperçoit que c'est fiable. Voilà, la question, là encore, la question est ouverte. Je dirais pour le moment que ce qui me paraît l'hypothèse la plus économique, c'est que Xuanzang a vu une ville qui avait à peu près les limites qu'elle devait recevoir plus tard quand les remparts ont été reconstruits. Shall we go to the basic bibliography? Oui, alors, donc, on a le rapport classique. Jean, can you give me the book? Because it's really an antiquity. On a le rapport classique de Bernstam, année 1950, en russe. Je croyais que c'était introuvable et je me suis aperçu hier soir que je l'avais dans ma bibliothèque. Voilà. Je dois dire vraiment, c'est du beau travail soviétique, avec des moyens extrêmement limités. En plus, Bernstam a eu quelques soucis, il s'est retrouvé, il a passé quelques temps dans les camps, avec des moyens très limités. C'est un travail d'exploration absolument fantastique. Alors, je dois dire tout de suite que la conclusion adoptée par Bernstam et qui n'a été remise en cause que récemment par les travaux, à la fois les travaux japonais et les travaux de Torgoyev, c'est que globalement, même si on admet à un moment l'intervention de l'administration chinoise, la colonisation, le peuplement, la culture matérielle de la zone sont une extension de la Sogdiane. Voilà, alors je vais être amené à en reparler. Bon, on a le rapport, oui, alors on a un rapport complémentaire par Kezlasov, on a ensuite un rapport, disons, un recueil d'articles plus récent, mais avant la remise en cause de la chronologie archéologique, Souyab Agbeshin, que j'ai d'ailleurs ici. Et puis, dans la bibliographie russe, à partir de 2014, le travail dirigé par Hassan Torgoyev, mais alors Étienne nous explique donc que ça n'est c'est préliminaire, il y a d'autres résultats qui sont encore inédits. Alors maintenant, donc, la bibliographie chinoise. Yes. Well, not exactly in Chinese, but anyway, concerning the latest research on Souyab in Chinese source, we have Saito in English and in Japanese, and also a book in Chinese, but written by Nurlan Kanje Ahmed, published in Shanghai. Qu'aucun d'entre nous n'a vu. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce livre. You have not seen it, we have not seen it. And latest one is Kakinuma's paper on history of the garrison of Souyab, published in the Taikyo University's report. In fact, the location of the 3 Buddhist temples ruins that we showed last week was based on a map in Kakinuma's paper.
Nevertheless, the Teikyo and Kirghiz teams soon modified their view that actually their location, okay, this is Kakinuma's map. Their location are like this. So we shall talk more about these Buddhist temples in our next seminar, but first of all, we invite Etienne Dlavesier to introduce the work by Turgenev. So you may. Bon, comme Franz vous l'a dit, on a plusieurs paradigmes explicatifs successifs pour l'histoire de l'urbanisation, si vous voulez, de cette région. Et le point de départ, c'est ce qui avait été proposé par Bernstam dans ce livre. L'idée de départ, c'était qu'à partir du 5e siècle, on se trouvait enfin en présence d'une expansion agricole venue de Sogdiane, venue du sud, d'une colonisation agricole venue du sud, et dans laquelle des nobles sogdiens créeraient des châteaux. Les terres sont assez bonnes là, sur le piémont nord du rameau occidental des Tian Shan, donc une colonisation agricole qui profiterait de ces bonnes terres et de l'eau descendue de Tian Shan pour se créer des châteaux et donc arriver avec leurs paysans, un peu comme on a un peu plus tard dans le bassin du Tarim, où on a un texte chinois précis qui décrit cela. Donc on aurait eu des successions de châteaux sogdiens d'est en ouest, à partir de Jizikul jusqu'à Talas. Je soupçonne Bernstam d'avoir été fortement influencé par la description de Xuanzang que vous avez vu tout à l'heure. Si vous pouviez remonter au texte de Xuanzang, oui. La description de Xuanzang qui visite donc Suyab en 630, voilà, et qui voit donc des dizaines de gucheng, c'est-à-dire de villes isolées ou de châteaux isolés, ça veut dire l'élément fortifié en fait, et donc d'avoir déduit du fait qu'il existe incontestablement une ville de Suyab en 630 quand Xuanzang y passe, qu'il trouve des sites archéologiques plus à l'ouest, que donc ces sites archéologiques existaient forcément au moment où Xuanzang passe en 630, puisque ce sont eux qui sont mentionnés par Xuanzang. Or, c'est très contestable comme analyse. C'est très contestable parce que, tout simplement, il est possible que Xuanzang décrive en fait ici simplement la Sogdiane d'un point de vue global, que les dizaines de villes fortifiées, ce sont les villes sogdiennes jusqu'à Kushania ou Kesh, qui sont toutes dépendantes politiquement du pouvoir turc, et que donc, est-ce qu'on comprend ça comme une description limitée au piémont nord des Tian Shan, dans ce cas-là, ça serait des châteaux isolés, ou des principautés isolées avec chacune leur capitale fortifiée, et qui recouvreraient toute la Sogdiane. Et je pense que Bernstam a tranché en faveur de la première hypothèse, tout simplement parce qu'il avait des dizaines de sites qu'il n'avait pas pu fouiller encore, mais qui lui semblaient correspondre à ce modèle. On a vécu sur ce paradigme d'une urbanisation commençant par les Sogdiens au 5e siècle pendant plus d'une trentaine ou une quarantaine d'années. Et le problème, à partir des années 90-2000, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à aucun moment, à aucun endroit, en descendant dans les fouilles archéologiques, on ne trouvait des niveaux du 5e siècle. En fait, il n'y a aucun site dans l'ensemble de la vallée du Tchou pour lequel on a des niveaux du 5e siècle. Il y en a peut-être à Talas, mais on n'est plus dans la vallée du Tchou. Il y a des citadelles du groupe ethnique qui domine la région auparavant, qui s'appelle les Kenkol. On en a un peu au sud, d'ailleurs, d'Akbeshim, sur les cols. On a des citadelles, mais on n'a pas du tout de ville du 5e siècle dans cette région. Et non seulement on n'a pas du 5e siècle, mais on n'en a pas non plus du 6e siècle. Et en fait, archéologiquement, on n'a rien qui correspondrait au modèle déduit de Xuanzang, et on n'a même rien pour Suyab. On n'a rien du début du 7e siècle pour Suyab. Alors ça peut être entièrement lié, bien sûr, l'objection classique, c'est que les fouilles sont trop limitées pour qu'on descende, qu'on puisse prétendre couvrir l'ensemble de ces sites urbains, et que donc on a pu rater les éléments les plus anciens. On peut dire aussi que les éléments les plus anciens ont été arasés et ont donc disparu. Mais normalement, on trouve de la céramique, dans ce cas-là, mélangée aux autres couches. Donc, voilà où on en est. Il y a actuellement des fouilles, donc il y a les fouilles japonaises à Suyab, il y a des fouilles donc, du musée de l'Ermitage, une expédition russo-kirghize à Nevaket, avec des fouilles importantes. La référence là, que j'ai envoyée,
C'est une sorte de synthèse, déjà il y a 6 ans, de ce qu'ils ont trouvé. Et en l'état actuel, dans le grand site de Nevaket, qui est donc le site qui est immédiatement à l'ouest de Souyab, qui est censé être cité dans les sources chinoises, la nouvelle ville, et dans les sources sogdiennes, Nevaket, eh bien malheureusement, pour le moment, à Nevaket, on n'a rien avant 750. Rien. Donc, on en vient à se demander si c'est vraiment la Nevaket citée par un texte du Mont Moog. Moi, je pense que c'est pas C'est celle-là. peut-être que c'est pas celle-là, mais le problème, c'est qu'on a toute cette histoire sur Ottegin, un prince turc qui épouse une Ouais, sogdienne, mais etc. tu connais mon article. Oui, oui, Il oui. y a d'autres candidats et je suis pas le seul maintenant à écrire ça. Oui, je sais que Pavel, par exemple, pense que c'est pas la Nevaket, etc. Bon, mais bref, tout le modèle qu'on avait construit à partir, en fait, de Xuanzang et un petit peu d'archéologie est en train de s'effondrer avec le constat qu'il n'y a pas de château sogdien antérieur, enfin, à Krasnaya-Rechka, il y en a peut-être un, mais pour le moment, il ne date certainement pas du 5e, pas du 6e, peut-être de la fin du 7e, éventuellement, mais c'est une pure hypothèse. On n'a pas Alors, comment on sait tout ça? On le sait aussi, on sait tout ça grâce à nos connaissances quand même très fines de la céramique et aussi de la numismatique sogdienne et du Tchatch, de la région de Tachkent, etc., et puis la numismatique chinoise. C'est-à-dire que ces sites sont maintenant datés de manière quand même assez précise par la combinaison des deux. On a des Kaiyuan Tianbao, des monnaies chinoises bien connues. On a les monnaies des Turgesh qui sont sans doute émises sous Soulou, donc de 716 à 738, etc., etc. Donc on a quand même... Je veux dire, on n'est pas dans des fosses de 50 cm² qui nous donneraient un tesson, etc. On est quand même dans des endroits, on a des sols préservés, on a des monnaies, on a des... Voilà, on a quand même... Alors tout ce que je vous dis est davantage valable pour Nevaket, le site voisin, le grand site voisin, que pour Souyab, puisque Targoyev et l'expédition russe ont travaillé sur Nevaket et pas sur Souyab. Mais ils avaient fouillé avant avec Goriacheva à Souyab, et il dit que voilà, on n'a rien, enfin pour le moment, on n'a strictement rien. Pourtant, Xuanzang ne ment certainement pas, enfin il a vu quelque chose, mais ce quelque chose, nous ne l'avons pas. Ce qu'on pense actuellement, c'est que du coup, le modèle qui est en train de prendre le devant d'un point de vue explicatif, c'est la période, disons, des années 670 aux années 730, moment où il y a un fort investissement chinois, une forte lutte entre les grandes puissances, le Tibet, la Chine, les Turcs, pour le contrôle de cette région. La Chine, certainement... alors, il y a la question du parsa rubané. Voilà, le parsa rubané. Est-ce que c'est la terre damnée à la chinoise ou pas? J'ai des doutes. Je n'en suis pas tellement sûr, parce que c'est une technique intermédiaire. Ouais, je vais en parler tout à l'heure. Vous en parlez? Bon, très bien. Mais le modèle, si vous voulez, en ce moment qui domine, serait plutôt d'un véritable lancement de l'urbanisation qui va être très importante jusqu'au XIIIe siècle, de toute cette région, au tournant du 7e, 8e siècle, avec l'investissement conjoint militaire chinois, les Tibétains qui s'étaient associés à cette région, et une évolution des élites turques autour des Turgesh et de Soulou, en direction de modèles plus sédentaires avec le frappe de monnaie et sans doute investissement dans les villes. Alors la chronologie, je pense que Xiaozhong, vous allez en parler, la chronologie des entreprises chinoises à Souyab n'est absolument pas claire, il y a des contradictions dans les sources, on ne sait pas qui et quand, qui contrôle quoi quand, mais enfin il est clair que quand même tout le monde se dispute cette région et que notamment on se dispute les villes de cette région. Il est probable qu'une partie des contradictions qu'on voit dans la chronologie s'explique sans doute par des gens qui contrôlent le bas pays et des gens qui contrôlent les villes fortifiées. Ils ne sont pas forcément les mêmes. C'est pour ça qu'on voit à la fois des Tibétains et des Chinois en même temps à Souyab, parce que forcément, je pense qu'ils ne contrôlent pas la même chose. Donc voilà, il faudrait, en l'état actuel des données, faire plutôt remonter l'éclosion urbaine que l'on constate à partir du 8e siècle, 9e, 10e siècle, jusqu'au 13e siècle au Simiretche, à cette période de fort pouvoir politique dans la région autour des Turgesh de Soulou. Voilà, qu'est-ce que vous vouliez... Alors, j'ai peut-être un petit commentaire à ajouter. Oui, voilà. Reprenant une expression chinoise qui a fait fortune à une époque, je pense
pas quand même qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. À cause des ossuaires, oui. Oui, parce que on a quand même des marqueurs culturels sogdiens très forts. Alors, Xuanzang dit que c'est la Sogdiane. Oui. Donc, il y a... Donc, voilà. Alors, Xuanzang, en 630, il n'a pas parlé de la Sogdiane pour rien. Bien. Alors, on peut même être un peu plus précis. Voilà un ossuaire de la ville supposée être Newaket. C'est aujourd'hui le site de Krasnorechenskoye Gorodiche. C'est pas loin, à l'ouest de Souyab. Hein, voilà. Et voilà un ossuaire trouvé près de Samarcande, à Moula-Kourgan. C'est quand même extrêmement proche. Il y a vraiment une relation. Regardez, enfin même des détails. Bon, l'hôtel du feu est de type en fait plus sassanide ici qu'il n'est ici, mais les prêtres sont habillés de la même façon, ils sont disposés de la même façon. Le prêtre auxiliaire, le prêtre principal. Ce qui manque, ici on a un toit pyramidal qui nous introduit aux félicités du paradis avec des belles jeunes filles qui dansent. On ne l'a pas là, mais tout simplement parce qu'on n'a plus le toit. Si on avait le toit, on aurait la même chose. Bien. Ce type de... Voilà, ça c'est... On a ici donc cet ossuaire trouvé près de Charissabs. On a ici des images de prêtres zoroastriens datées de 579. Hein, c'est la tombe de Shije à Wirkak. C'est Shijun, à Xi'an. Bien. Alors, vous me direz, bon, c'est daté hypothétiquement tout ça. Hein. Nous, on a l'habitude de dire, quand on voit ce type d'ossuaire, on dit 7e siècle, parce que, bon, évidemment, en Sogdiane, on a un peu tendance à penser que tout se passe au 7e siècle, et puis qu'à partir de la conquête arabe, il paraît quand même un peu difficile d'imaginer qu'ils ont continué à produire des objets comme ça. On peut aussi penser qu'il y a un fort décalage chronologique entre le modèle et la copie. Oui, d'accord, il ne reste pas moins que ça, c'est un type d'ossuaire sogdien. Alors, image suivante. Alors, l'argument linguistique, bon, est aussi... l'argument linguistique est évidemment appelé par Xuanzang, qui dit que la langue sogdienne commence là. Bon. Alors, on a de la documentation épigraphique qui vient dans certains cas même d'Akbeshim. Mais alors là, bon, l'argument est moins facile à utiliser parce qu'on est certain que la langue sogdienne et l'écriture sogdienne ont été utilisées tard dans cette zone. Les dernières inscriptions publiées par Lifshitz sont du XIe siècle. Donc là, on pourrait avoir un phénomène de décalage et pourquoi pas de réfugiés. Hein. On pourrait aussi se dire que, accompagnant ces fortes entreprises chinoises à la fin du 7e et au début du 8e siècle, on aurait aussi des gens qui se sont réfugiés de la Sogdiane après les débuts de la conquête arabe. Alors, si on peut voir, Chaozhong, la carte avec les sites. Ça, c'est certain. On a un argument pour ça. The general map, the site, with Penjikent, the Penjikent of Souyab. Yes. Voilà, non, Étienne's map. Bon. On a un argument très fort, enfin assez fort. C'est qu'on a un site qui est... Alors, où est-il mentionné? En fait, c'est plus tard, peut-être, chez les géographes arabes. Bunjikat Non, Migwo. Et c'est où Migwo? Je sais plus. C'est dans Tangshu? C'est dans... Je sais plus. C'est dans Tangshu. Tangshu. Bon, alors... Voilà. Alors, non, voilà, à l'époque Tang, on nous parle de, près de Souyab, enfin dans la région, un site qui s'appelle le pays de Mi. Le pays de Mi, on sait ce que c'est, disons, près de entre Penjikent et Samarcande, sans s'engager plus. Bien, c'est Maïmoul. Et puis, on sait, je crois, par les itinéraires arabes, qu'il y avait là une ville qui s'appelait Penjikent. Et donc, l'hypothèse qui vient à l'esprit, c'est que ce sont des gens, des colons qui sont venus de la vallée du Zérafchan. Alors, vous me direz, après tout, pourquoi pas, après 722, après la chute de Penjikent, des réfugiés, auquel cas,
on ne serait pas en contradiction avec le nouveau modèle de chronologie de l'urbanisation. Mais voilà, je dirais tout de même, il ne faut pas quand même perdre de vue la composante sogdienne. On sait aussi par Mahmoud Kashgari, au XIe siècle, que chez le peuple des Karlouks, qui à ce moment-là occupe la région, une des tribus s'appelle les Sogdiens. Bien. Donc, voilà, il faut peut-être... alors, l'argument proprement archéologique... L'argument archéologique est purement chronologique. Torgoyev ne met absolument pas en doute l'influence culturelle sogdienne ou même dans les techniques. Toute sa chronologie est basée sur des comparaisons avec les céramiques du sud, du Tchatch et le Sogdiane. Donc, il ne met pas en doute... il n'est pas en doute l'appartenance culturelle au monde sogdien avec ce genre de cruche, enfin Mais alors, il y a l'argument tout de même, qui a construit les murs? Et là-dessus, je veux dire, j'ai été regardé d'un peu près, donc en préparant le séminaire, et je ne suis pas tout à fait persuadé que l'argument technique est si fort que ça. Et je suis en train de me demander si... d'une certaine façon, c'est pas ces murs-là que Xuanzang a déjà vus en 630. Bien. Mais bon, on va, avant d'en venir là, je crois que Étienne, tu interviens aussi sur... est-ce que tu as quelque chose à dire sur Soulot? Non, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Non, bon. mais je peux parler de Toulouse plus si vous voulez, hein, c'est pas un problème. Mais quand même, moi, ça m'intéresse, là, sur l'histoire l'aspect technique de construction. Ben, je vais en parler. Tu en parles. Non, parce que là, avant d'en parler... Lenti par-ci. Ouais, alors bon, d'accord. Lentovui par ça. Alors, Rand, il y a la plus grande confusion règne dans les dénominations de ces techniques. Et ce qui n'arrange pas l'affaire, c'est que parfois, on est obligé de se baser sur des photos de murs non nettoyés. Voilà. Bon, mais avant d'en parler, on va voir, parce que en fait, les murailles construites en 679 à Souyab ont été décrites, et décrites précisément. Donc là-dessus, Chao Zhong va présenter les textes et ensuite on en viendra à l'aspect proprement archéologique. Merci. Alors, ce texte peut-être, je le lis en français. No, not yet. Not yet, ok. Yes, I have to introduce this text. So it is a memorial inscription concerning a life of Wang Fangyi, who built or reinforced the city of the Suya garrison. This is a text to be inscribed in front of his tomb, written by Zhang Yue, a prime minister of Tang, and collected into a compendium of Tang literature. With regard to this paragraph, Saito's English translation is not satisfying because it seems to be translated based on Japanese translation, syntactically and semantically deviating from the original Chinese text to a significant extent in several sentences. So I translate for our discussion and Franz further translate it into French. Peut-être je peux directement lire en français et l'anglais, pour les gens qui sont plus à l'aise avec l'anglais, ils le lisent sur le tableau. On va faire comme ça. Je préfère quand même traduire aussi en français parce que même en anglais, c'est pas très facile. Donc il y a des choix de traduction à faire. Donc voilà, je traduis comme ça. Sous couvert de soutenir Narsé, alors ça c'est des gloses, Narsé qui, donc prétendant au trône de Perse, c'est un prétendant sassanide. Pei Xinjiang, un officier du ministère du personnel. Le ministère du personnel, c'est en fait le secrétariat d'État à la fonction publique, on va dire ça. Bon. Voulait s'emparer de Hachina Shefu des Turcs occidentaux. Donc c'est le chef plus ou moins fantoche reconnu par les Chinois à la tête de ce qui reste de la Confédération des Turcs occidentaux. Il recommanda Wang à la cour de façon à ce que l'empereur charge Wang d'être vice-gouverneur
de la force de Perse et occupant la position de chef du protectorat général de Ansi, à l'époque, dont le siège était à l'époque Kucha. Puis l'empereur ordonna à Du Huaibao, qui était à ce moment le protecteur général de Ansi, d'échanger sa position pour celle de préfet de Tinchou Bechbalik, donc plus au nord. Donc, on s'approche de Souyab. La grande cité de Souye, qui était donc le siège temporaire de Wang, donc quand Wang avait assumé la position de commandant de l'armée de Perse. Alors voilà, à ces rues et ces murs extérieurs, disons, je traduirais moi, s'entourant les uns les autres, disposés de manière concentrique, de sorte que quand un non-chinois ou un chinois les voit de loin, le plan ne peut pas être compris. Peu de temps après, le prédécesseur de Wang, donc Wu Babao, contrôla à nouveau Ansi et la garnison et garda Souye. Alors, on assume que cette description de la ville de Souye, parce que c'est clair par les sources qu'on va voir maintenant, c'est la ville de Souyab, telle qu'elle a été reconstruite par Pei Xinjiang. Ça n'est pas la ville telle qu'il l'a trouvée. Donc ce qui est décrit là, ça n'est pas la ville vue par Xuanzang. C'est les constructions faites par les Chinois en 679. Alors les textes suivants. Not yet. So under the Ge, So concerning these Chinese troops, so-called forced to Persia by the Tang Dynasty, their goal actually was to attack the Western Turks around Suyab, because the Western Turks at that time were threatening the Tang headquarters just re-established in Kucha. So to escort Naze back to his home country was just an excuse for this military action. A fragment unearthed from Trofan and analyzed by Rong Xinjiang in 1987, implying that this troop took the road to Tokhalistan via Humi. In Xuanzang's terms, Humi is Wahan. Its capital was today's Ishkashin. So this was in fact a roundabout route to make a sneak attack to Western Turks. From Yoshida's map of Sogdian network on the eastern Eurasia, here I enlarged, you can see there are more than one path from Kashgar to Tokhalistan. An even more clear map is kindly provided by Professor Inaba Minoru of Kyoto University. This very map is mainly based on the records of Buddhist monks and pilgrims and based on Kawayama Sensei's research. It shows that between Kashgar and Tokhalistan, the major road is in the territory of state of Humi. Although this usually identifies straightforwardly as the Wahan Valley, actually its meaning in the Tang period is broadened, so that in this map, actually, the importance of the Gund Valley is implied. At any rate, the political center of Humi was no doubt around Ishkashim, and now I roughly draw the road of the force to Persia according to Rong's analysis as such. And we will treat this problem fully in the coming seminars, if possible. Here I just remind you that before this action, Pei Xingjian was experienced and had occupied the position of the Protectorate General around 665 and 667. So actually he was a very outstanding general. Here is, for France, the description of the city in the Zhou Tang Shu. Voilà. Donc, à cette époque, Pei Xinjiang, l'officier Shilang du ministère du personnel, partit à l'ouest pour attaquer Ashina et Shefu. Il demanda à l'empereur de laisser Wang Fangxi être son assistant, donc c'est le vice-commandant, et d'occuper temporairement la position de protecteur général de Ansi à Kucha. Donc là, c'est cohérent avec le texte qu'on vient de voir. Et là, ça devient plus précis. Ça nous montre bien que
la description faite de la ville correspond aux nouvelles constructions, pas à ce qu'ils ont trouvé en arrivant. Ensuite, Wang établit les murs de fortification de la garnison de la ville de Souillé. Il fit 10 portes au total sur les 4 côtés de la muraille. Donc ça fait 3 portes par mur. Toutes les portes étaient incurvées, de manière à cacher la sortie ou la retraite des soldats. Le travail de construction fut fini en 50 jours. Alors, ma traduction française est basée sur l'anglais, mais contrôlée par Xiao Zhong sur le texte chinois. Voilà. Donc, maintenant... So the date of construction is clearly in 9th Chinese month in 679, according to Tang Huiyao. And the next one, the parallel text in the Xing Tang Shu. Donc, Wang Fangxi construisit la ville de Souyab. Il y avait 3 portes de chaque côté, incurvées avec plusieurs tournants, de façon à masquer les entrées et sorties. Le travail de construction fut fini en 50 jours. Donc, may I comment on Barbacane and Shikan now? Alors, ce qui est décrit, if you can show the slide. C'est assez précis cette description. De quoi est-il question avec ces entrées courbes qui masquent l'entrée, les sorties, etc. Il y a 2 techniques en fait traditionnelles en Asie centrale, des techniques sophistiquées mais connues dans toute l'architecture militaire partout. On les a en Grèce, on les a dans les châteaux de notre Moyen Âge. C'est la barbacane et la chicane. Alors, la barbacane, ici on a les 2 sur le même site au Khorezm. La barbacane, c'est une enceinte avancée qui en fait sert aux défenseurs. C'est pour permettre de masser une troupe en avant du rempart et de faire une sortie, mais sans compromettre la défense de la ville. C'est-à-dire qu'ils sont là, les portes sont fermées derrière eux. Ils font la sortie. Si la sortie ne réussit pas, ils sont sacrifiés. Bien. Ça, c'est la barbacane. Mais par ailleurs, il y a la chicane qu'on voit ici, mais qu'on voit beaucoup mieux là. Vous voyez, ce sont ces entrées où on est obligé de tourner dans tous les sens. C'est exactement, très précisément ce que décrivent les textes chinois, les entrées qui étaient incurvées. Et on nous explique, c'est pour masquer les entrées et les sorties. Alors, ça ne veut pas, je pense que le sens de la phrase, le sens de l'expression, c'est pas pour cacher la porte véritablement, c'est pour cacher des troupes qui seraient amenées à sortir de la ville pour débloquer le siège ou à y rentrer précipitamment si leur sortie n'a pas réussi. Bon, c'est pour les mettre à l'abri des flèches des assaillants, des assiégeants. Alors, il y a une autre fonction de ce type de construction, c'est au cas où l'entrée de la ville est forcée. Ça oblige les assaillants à présenter leur flanc, qui est donc la partie vulnérable, et notamment leur flanc droit, sachant que le bouclier est tenu à gauche. Donc, des assaillants qui rentreraient dans la ville seraient obligés de prendre un parcours sinueux présentant leur flanc et du coup vulnérables à des défenseurs qui se tiendraient au haut des murs. Donc c'est un type de fortification qui peut servir à la fois pour faire des sorties pour les assiégés, mais qui peut aussi servir à protéger contre une attaque des assiégeants. Voilà. Le travail de construction fut fini en 50 jours. Donc là, Xiao Zhong, oui, c'est ça. Si tu montres Bolshaya al-Bougaï, Bougirkala, c'est au Khorezm. Tu as d'autres photos, je crois. Oui, voilà. Alors ici, pour montrer que c'est une technologie, enfin, c'était un type de construction que les Tang connaissaient aussi. Voilà, donc, Tonguzbashi. C'est où Where is Tonguzbashi? It's in Xinghe County, just to the south of Kucha. South of Kucha. Actually in the ancient Kucha. Alors, ce que vous avez ici, c'est trop petit pour être des barbacanes. Je pense que c'est plutôt des chicanes. Voilà.
petite note philologique, le mot chicane en français, ça vient d'un mot byzantin tsikanion, qui est en fait la transcription grecque du mot persan chaogan, qui veut dire le jeu de polo. C'est-à-dire que le polo est un jeu compliqué, donc ça a donné chicane. Et du coup, le terme a été appliqué à une construction militaire par les Byzantins. Et c'est passé en français. Donc, tu as d'autres photos de oui. chicanes? Oui, alors voilà. Alors, maintenant, c'est sûr que cette description qu'on a précise dans le Tangshu trouve une certaine confirmation dans les images Corona du site d'Akbeshim. La fouille est trop... c'est beaucoup trop grand pour ce secteur de rempart pour avoir fait l'objet d'une fouille. Et là, il faut raisonner d'après les photos. Alors, tu as une photo plus précise de ça. Non, alors précédente. Vous voyez ici... Précédent. Non, suivante. Ok, à nouveau. Vous voyez ici donc le faubourg, la ville carrée, et donc théoriquement, nous devons attendre 3 portes de chaque côté. Bon, on voit ici 3 tours, ça paraît vraisemblable. Ici, on soupçonne une entrée dite en baïonnette, c'est-à-dire c'est une chicane. En fait, c'est les 2 murs qui ne se rejoignent pas à une porte, mais qui ont un décrochement l'un par rapport à l'autre, ce qui oblige donc à tourner. Et ici, ce qui semble bien être un système subtil de chicane, avec des virages, vous voyez, c'est comme ce que je vous ai montré précédemment. Donc on aurait là vraiment la confirmation de la description. Mais encore une fois, est-ce que c'est une reconstruction ex nihilo des remparts, ou est-ce que c'est une amélioration apportée aux portes sur des murs qui préexistaient et que Xuanzang aurait vu? C'est là, voilà la question qui est ouverte. Alors maintenant, la question de la technologie. Voilà, on nous dit ce mur a été construit en 50 jours. Bon, c'est assez rapide, quoique avec des équipes qualifiées, si on fait vraiment de la brique crue, selon les normes, c'est-à-dire en utilisant des cadres de bois, etc. Mais là, il faut une main-d'œuvre qualifiée. Ça peut être aussi très rapide. Même en comptant les temps de séchage. Bon, là, on nous dit 50 jours. Alors, la technique qu'on observe à Akbeshim, c'est ce que j'appelle en français le parsa rubané. Alors, bon, disons, la technique de la terre crue en Asie centrale peut se diviser en 2 sous-catégories. Il y a la brique crue. Alors la brique crue, elle est formée. Elle est formée dans des cadres en bois. Et il y a le parsa. Alors le parsa, c'est le mot local persan. En français, on dit pisé. En anglais, on dit adobe. C'est en fait de la terre malaxée, mais qu'on n'a pas mis dans des formes, qu'on a posée sur le mur par niveaux successifs, au fur et à mesure que ça séchait. Donc ce n'est pas des briques. Et dans certains cas, le parsa est déposé en couches assez épaisses, qui sont ensuite soigneusement taillées à la pelle pour éviter les craquelures à la rétractation et au séchage. Dans certains cas, et c'est ce qu'on a ici, c'est, je dirais en français tout simplement, ce sont des tartines. On met la terre comme ça. Alors évidemment, c'est la technique la plus rapide. Parce qu'on n'a pas à retailler, on n'a pas à utiliser des formes, on a juste à attendre un peu que ça sèche entre les couches. C'est la technique la plus rapide et la technique la plus économique. C'est celle qui ne demande pas de main-d'œuvre spécialisée. N'importe quelle troupe militaire ou paysan réquisitionné peut construire ça en 50 jours.
Alors, un peu plus en détail sur ces questions technologiques, parce que je ne suis pas persuadé qu'il faille tirer un signe égal entre parsa rubané en couches comme ça et technologie chinoise. Alors voilà au Japon une technique assez approchante, mais plus soignée. Vous voyez, bon, on voit très bien que ça a été fait par couches successives, mais c'est quand même du travail beaucoup plus professionnel. En anglais, on dit rammed earth, terre damée. En Australie, c'est couramment utilisé aujourd'hui pour construire des maisons en terre crue, donc qui assurent une bonne isolation thermique. Alors, c'est sûr que cette photo de la coupe du rempart de Akbeshim fait un peu penser à ça. Mais la suite, il y a parfois des variantes. Alors voilà le mur de Gaochang, Turfan. J'ai l'impression, c'est dans une vieille publication, des vieilles photos, il faut toujours prendre les vieilles photos parce que ces murs ont été restaurés d'une manière tellement forte et interventionniste que les sites tels qu'on les voit aujourd'hui ne permettent pas de tirer des conclusions sur la technologie ancienne. Alors voilà des photos donc, telles que, je pense que c'est peut-être de Stein ou des Allemands, et là on a l'impression qu'effectivement c'est du parsa rubané, ce sont des longues couches. La suite. Alors une variante de cette technique s'est utilisée dès l'époque des Han pour la Grande Muraille. C'est la même technique de parsa rubané, mais entre les niveaux on intercale de la paille ou des roseaux. Alors vous voyez, c'est absolument fréquent sur toutes les photos que vous avez des sites archéologiques au Xinjiang. On voit toujours, effectivement, on a encore les roseaux qui font saillie. Donc c'est le paradis pour les archéologues qui veulent dater au carbone 14, évidemment, parce que c'est des restes organiques. La suite. Voilà, Tumchuk. Alors voilà. Parfois, quand on voit des photos de murs qui n'ont pas été nettoyés, on hésite. Je ne garantirai pas qu'ici, ce n'est pas des briques. Voilà, la suite. Bon, là, c'est difficile. Oui, mon impression ici, c'est qu'on a une technique qu'on observe aussi en Sogdiane. Alors, vous voyez, en fait, toutes les techniques qu'on observe sur ces sites chinois, on peut les retrouver en fait en Sogdiane. Alors ici, c'est une technique que j'appelle le parsa combiné. Je traduis en fait des expressions de nos collègues en russe. C'est du parsa, donc de la terre, de la terre déposée en niveaux successifs, mais avec des rangées intercalaires de briques. Là, ça se voit bien. La suite. Voilà, ça c'est moi qui ai fouillé ça à Samarcande. C'est le palais du dernier gouverneur omeyyade Nasr ben Sayyar dans les années 740. Donc on est très près de nos fortifications chinoises à Souir. Et voilà du parsa combiné. Donc vous avez ces gros blocs, alors ici, soigneusement taillés à la pelle avec des joints intercalaires pour éviter les craquelures au séchage, parce que ça fait des joints de dilatation, bon, et intercalés par deux rangées de briques, et après ça continue, et à nouveau les rangées de briques. C'est la technique sogdienne absolument typique du 7e siècle. La suite, donc à nouveau. Alors ici, clairement, là ce sont des briques. Des briques, mais noyées dans un mortier épais. Alors encore une fois, quand je vois une photo comme celle-là, moi je ne peux pas vous dire si c'est du parsa rubané ou des briques noyées dans du mortier épais. La suite, ici clairement ce sont des briques. Puis le même site. Là c'est des briques. Alors, voilà, donc des briques grossières noyées dans du mortier épais. Oui. Donc, alors la suite, oui. Voilà, alors ça c'est du très beau parsa à Samarcande, parce que c'est un mur qui n'a jamais servi. Il a été réenfoui tout de suite.
Et c'est pareil, c'est du probablement début 8e siècle. Alors vous voyez, c'est presque une démonstration. La terre a été accumulée, soigneusement malaxée et pas déposée grossièrement au niveau successif. C'est des gros paquets qu'on a mis et on a taillé à la pelle très soigneusement sur les faces et également transversalement pour éviter que ça craque au séchage. Voilà. Alors, tout ça, ça on l'avait déjà vu. Hein. Oui. Oui. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas persuadé qu'il faille attacher des dénominations politico-ethniques à chacune des variantes de ces techniques de la terre crue. Ces techniques, elles ont toujours coexisté. Elles étaient employées, en fait, ce sont des questions d'opportunité et de circonstances. Un beau mur en parsa ou un beau mur en parsa combiné comme ça ne peut être fait que par des équipes compétentes. Là, on a fait appel à des maçons, terme existant, des maçons de la terre. Le terme existe en persan, c'est gel kor. Gel, c'est la terre, kor, travailleur. C'est une profession. Bien. Quand il s'agit du parsa rubané, non, là, ça peut être n'importe qui avec une épée dans le dos, des soldats, des paysans réquisitionnés, ça se fait vite. C'est pas soigné, c'est pas beau, ça se fait vite. Alors, on retrouve cette technique à Samarcande, qui est le site que je connais le mieux. Le parsa rubané, je le vois surtout à l'époque karakanide, quand on a eu besoin d'épaissir très rapidement les remparts de la ville parce qu'on savait que Gengis Khan arrivait avec les Mongols. Alors là, c'est ça qu'ils ont employé. Ils ont employé, tu donnes la photo de... non, après, une photo du mur de Souyab, de Dagbeshim. Photo de Souyab, oui. Oui, voilà. Non, pas encore. Hein. Voilà, voilà. Donc, voilà. Ça, on le retrouve à Samarcande, disons, juste avant la veille de l'invasion mongole, quand il a fallu rapidement épaissir les remparts. On l'a aussi dans la région du Semiretché, donc la région où il y avait autrefois Souyab, à l'époque karakanide, 11e, 12e siècle. Est-ce que c'est un héritage des techniques qu'avaient utilisées les garnisons chinoises 3 siècles avant? Moi, je pense encore une fois qu'il ne faut pas appliquer d'étiquette rigide. Donc, ma conclusion provisoire que je tire, c'est que si l'unique critère par lequel Torgoyev et les autres datent les murs d'Akbeshim, tous les murs d'Akbeshim, de la reconstruction chinoise, si l'unique critère c'est cette technique, moi je demande à voir autre chose. Oui, alors c'est ça, ils ont d'autres arguments avec la céramique, et il est certain que, au moins en ce qui concerne le système des portes, ce qu'on voit sur la photo aérienne ressemble vraiment à la description qu'on a dans le Tangshu. Mais encore une fois, est-ce que ça suffit pour dire que, en fait, la conclusion qu'ils en arrivent à tirer, c'est que on n'a aucun moyen de savoir quelle était la ville qu'il y avait avant. Tout ce qu'on sait, c'est que Xuanzang a vu une ville. Bon, je serais moins affirmatif sur la reconstruction totale par les Chinois. Yes, it's the problem about the ruins, but for the zones inside the inner city, I mean the inner city of Shahistan II, they found a zone of Chinese style, even Yes. with Chinese inscription. Oui. That's why they identified this Shahistan too. There as is the Chinese no problem. There is a zone of Chinese style. Yes. The problem is the zone the last one? Right. Parce qu'en archéologie de l'Asie centrale, notamment en archéologie urbaine, un phénomène récurrent, c'est la sous-estimation des niveaux anciens. Parce que plus on descend profond, plus les sondages sont étroits, donc moins on a de matériel pour juger. Et puis par ailleurs,
comme il s'agit de murs en briques crues qui se cannibalisent les uns les autres. C'est-à-dire que quand on construit un nouveau mur en briques crues, pour avoir de la bonne terre, on va prendre des vieux murs. Parce que si on va prendre en dehors des murs, on risque de tomber sur des fosses de détritus remplies de cendres, de matériaux organiques. Ça va faire des mauvaises briques. Ça, c'est 20 ans de fouilles à Samarcande qui m'ont appris ça. Moi, j'ai une question qui va peut-être vous surprendre, je pense, après presque 25 ans d'aller sur ça, mais j'ai toujours pas très bien compris comment on faisait le parfum. C'est-à-dire que... Ah, je peux l'expliquer, c'est très bien raconté par... Je croyais que le partage, c'était au départ les gros blocs. Le partage qu'on fait dans des fosses où on malaxe de la Oui. paille et qu'on extrait ensuite le bloc. Pas du tout. Pas du On le tout. place sur le mur. Pas du tout. Pas du tout. Alors d'abord... Attendez, avant par ça, il y a quand même quelque chose que je veux dire sur la terre d'amé chinoise. La terre d'amé chinoise, attention, c'est une terre moulée fondamentalement. C'est-à-dire que en fait, ce sont des moules amovibles. Ce sont des épaisseurs de 20 cm, alors que là, par exemple, la Krasnaya Terechka, le parsar rubané, c'est 90 cm d'épaisseur. Hein. C'est tout à fait différent. La terre d'amé chinoise, c'est comme une technique assez précise où on va déplacer des moules qui ne sont pas très très hauts. Les soldats vont piétiner la terre intérieure des moules et ensuite on va monter là-dedans et puis tous les mètres on va mettre un lit de roseau, un truc comme ça. Ce serait une technique en fait intermédiaire entre la brique crue moulée et le parsat rubané. Voilà. Alors, pour expliquer le parsat, la meilleure, il y a une description très précise dans le livre de Raspopova sur les maisons de Penjikent. En une page, elle décrit exactement comment c'est fait. Alors, il faut savoir déjà que le fait qu'il y ait de la paille ou non dans le parsat, c'est un peu optionnel. En fait, le parsat que j'ai moi-même fouillé à Samarcande n'a pas de paille dedans, il a de la paille à l'extérieur, sur les enduits, parce que là, il faut que ce soit imperméable. Bien. Alors, comment c'est fabriqué? Il n'y a pas de moule. On fait des fosses, et de préférence, quand on construit dans un endroit qui avait déjà été construit avant, on va faire la fosse sur les restes d'anciens murs, parce qu'on va trouver une terre plus pure. Et donc, on va mettre de l'eau, on va malaxer, mais on ne va pas prendre de moule. À la pelle, on va charger sur l'emplacement où on veut faire le mur. On va attendre que ça ait monté, mettons, de 40 cm. Et là, non, on ne met pas de planche. On attend, on met des espèces de grosses mottes, sans, c'est pas du béton de décoffrage, sans véritablement caler avec des planches, à mon avis. Comment ça fait que ça coule? Parce que c'est de la terre qui est le leus sogdien malaxé. C'est lourd et c'est déjà très compact. Hein. C'est comme si vous mettiez de la pâte à modeler. C'est très compact. Donc, ça n'a pas tendance à se déverser. Ils mettent ça en couche d'à peu près 40 cm sur une certaine section. On attend que ça sèche un peu. Et là, on arrive avec une pelle dont la lame a été retaillée de façon à être plate, une guillotine. Et on va tailler comme ça pour faire des parois, des faces bien droites. Et on va tailler transversalement pour faire des joints de dilatation. Jean, si tu peux remontrer la photo de Samarcande avec le parsat tout neuf. Le plus beau parsat que j'ai jamais vu dans ma vie, c'est moi qui l'ai fouillé. Oui. C'est voilà, juste avant. Juste avant. Alors, vous me croyez ou non, mais il y avait encore sur la face ici les empreintes de la pelle. Voilà. Donc, c'est vraiment du brut de c'est sorti tout frais. Il n'y a pas besoin de planche. Et c'est taillé comme ça. Alors ça, c'est pas une main-d'œuvre forcée qui va vous faire ça. C'est des techniciens. Voilà. Donc oui, si je suis persuadé que la mission Hermitage, puis la mission japonaise
ont des arguments pour revoir la chronologie d'Akbeshim, mais bon, je demande à voir plus précisément le genre de matériel qui a été extrait. Ça n'est pas sur un simple argument technologique que je verrai ici la carte de visite de la garnison chinoise. Est-ce qu'on a... Non, on a encore un peu de temps, donc on peut continuer. Where are we? No, are we moving to par ça? No, I think it's better to finish now because we are now to another story. Well, the same story, but c'est la même histoire, mais c'est le contexte de cette expédition chinoise, c'est-à-dire que c'est la tentative de restauration du prince sassanide Narsé. Alors, il se trouve que on en sait plus là-dessus. Voilà, on a des données beaucoup plus précises sur les circonstances dans lesquelles ça s'est fait. Donc, ça va plutôt être pour la séance prochaine. Donc, soit dans une semaine, soit plus tard. Bon, vous comprenez bien que c'est pas envisageable de faire le séminaire simplement comme ça, nous deux devant la caméra, ce serait ingérable. Donc on va bien voir les conditions qu'on nous propose pour les... Et tiens, aux hautes études, à l'EHESS, vous avez déjà des instructions ou... Non, moi, de toute façon, au début, je fais cours en distanciel, c'est insupportable, je déteste ça. Et seuls les séminaires de master obligatoires sont en présentiel. Ah. Oui. Bon, je pense que lundi... Oui, on a encore 5 minutes. Le caractère pied dans l'épitaphe de Wang, Oui. du constructeur de la ville, est-ce que ça veut dire les rues, mais est-ce que ça veut dire uniquement les rues? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils décrivent deux choses différentes. Dans l'épitaphe, on a l'impression qu'ils décrivent une ville qui ne serait pas organisée selon le système chinois d'axes perpendiculaires, etc., mais une ville, disons, de type le vieux Bukhara actuellement, enfin, qui serpente autour d'un centre, oui. etc. Et dans ce cas-là, le pied, ça serait effectivement les rues. Oui. Mais dans le Tangshu, dans le Tongyen, dans le Tangshu, là, c'est les barbacanes, ce sont les chicanes, c'est l'entrée de la ville. Oui. C'est ces deux choses différentes. Voilà, est-ce que Thiers peut avoir le sens de passage... Accès, passage, oui. Chaussée, oui. Je veux dire que c'est surtout seulement rue. Il y a la rue plus petite, donc c'est pas nécessairement entrée. Donc, I think your discussion based on Xintangshu, not based on this text. Yeah, but the problem is that this text is the only contemporary one. Yes, Because, so actually I agree with you. For the Yes. general, for Wang. Yes. So we might think that the primary source is this text and not the context. Yes, you are right. And actually I think this is more reasonable. That street may be very complicated inside the city. Yeah. But in the meantime, the outer wall can also be constructed in a quite complicated way. And I'm So, a bit surprised that the idea that nobody could understand, that everybody came to see these walls and nobody could understand, and Chinese and non-Chinese cannot understand, because Shikan and Barbakan and so on were extremely common. I mean, Maybe not so common in the region. In Tokareskin, for instance, in the extremely huge Kushan site, which I have discovered to the north of Bactra, with the 16 kilometers wall around the big citadel, you have Shikan at the entrance of the citadel. In Koret, you have Shikan, and in Kucha, it seems that you have shown us, you have Shikan. I don't know if there are Shikan usually in the Tang period military construction. I cannot find good analysis on this archaeological site around Chinese Turkestan, for example. But even in art, in Gulubon art, we can see some fortresses. Yes. I don't know, actually, I don't have it. But is it so
surprising. Actually, when I see this text, what comes into my mind is a kind of labyrinth inside this city. Inside, Yes, but this is not what was digested later by Xin Tangshu and Zhou Tangshu. So that's why I keep all the three texts all together and for your My judgment. impression here is what is described, if we compare one text, in the other text, what is described is the gates, the doors. And here we get the impression that what is described is the town Lato Sensu. I wonder whether it is not actually the description of the gates, in which case it would resolve the contradiction. The streets which are binding and the outer walls which are binding, what he's describing here are the Barbacans, the entries. And maybe actually the only part where the Chinese were really the initiators. Maybe. And possibly that type of sophisticated gate, I agree that it existed in Khwarezm, it existed in Tocharestan, but maybe in that region it was new. I would even say it might have been new in Sogdiana as well. Because if you take the walls of Paikent and Penjikent, the best excavated, there is no chicane, there is no Barbacan. It's just a narrow gate. That's all. So they were more sophisticated in the military architecture of Tocharestan and Khwarezm, possibly because in Tocharestan at least they knew they had a habit of sieges, a more sophisticated military technology. It's well described, it's well studied in Semyonov's book on Sogdian fortification. The early Sogdian walls we have until the 6th century, well, they are very elegant with multiple false arrowheads, nice towers everywhere, etc. But they are not meant to face a real army. The wall can be 1 meter thick. They are meant to face brigands, robbers, other principalities, but nothing like a big army. Thick walls with sophisticated gates appear only at the time of the Arab conquest. So maybe this was something completely new for the inhabitants of the... But my impression is that what is described here is not the city as a whole. Anyway, when a non-Chinese or a Chinese takes a view of it from afar, well, there is no mountain near Akbeshim. You don't have a general view. What you can see from afar is the gates. There are no drones. I think that it might apply actually to the gates, which would be the real addition. Ok, ben je pense qu'on peut pas... Ah, il y a une question. Pardon, j'entends pas. Est-ce que vous pouvez enlever votre masque? Right. Yeah. Loin. Yes. You know that the expression 纵观 just means a general view. But how to make a general view of this city? So this is, of course, with some of my interpretation. But how to make a general view of a city? It can be a general view of part of the city. So for somebody approaching, they could see the gates, or even you walk on the wall and you see how the gate is made. Literally, it means to view it vertically. Yes, but and that you can. Doesn't seem possible. Right. But the gates actually, you can see vertically. If you walk on the rampart, you see the gate vertically.
In modern Chinese, we will, for example, just say that it's how to say, a bird-eye view. A bird's view. But it is not. It It cannot would be possible if there was a high hill or high mountain near Right. Agbéchin, That's but why I it is put a not. question It's in a mark. plain. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous dis à quand on peut. Voilà. Je souhaite vraiment beaucoup que le séminaire puisse continuer selon le calendrier normal, mais ça ne dépend pas de nous.